petite coopérative de 20 appartements environ, est-ce qu'ils peuvent s'autogérer eux-mêmes ou bien est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un gérant extérieur? Bien sûr, alors, absolument sans problème. J'ai eu une fois au téléphone une coopérative historique, mais pas les deux dont on vient de parler, une troisième, de la Chaux-de-Fonds. Non. Et la personne au téléphone me disait qu'ils géraient tous, tout seuls. Je ne sais pas combien il y a de logements dans cette coopérative, je pense un certain nombre. Mais disons un certain nombre. 17. Alors ils sont 17, donc ils s'autogéraient totalement. Et puis le monsieur me disait, j'aimerais bien qu'il y ait un jeune qui vienne au comité, un jeune de 60 ans. Je dis, mais vous avez quel âge, monsieur? 84. Je dis, alors il est peut-être temps de téléphoner à monsieur Carminati, parce que ça serait peut-être intéressant d'avoir une gestion professionnelle de votre coopérative. Là, je l'ai conseillé à cause de son âge. Mais ça fait je ne sais pas combien de dizaines d'années qu'ils s'autogèrent. On a l'exemple de Coloma à Marin. Là, les temps d'attente sont 6 ans pour la liste d'attente. Et ils ont 24 logements et ils s'autogèrent. Ils n'ont pas de gérance. Moi, je vous conseille de vous autogérer vous-même. Pour les coopératives de 20 logements, vraiment. Vous économisez entre 3 et 5% de frais de gestion aussi. Mais c'est du travail, c'est du travail, évidemment. Et quelle est la différence alors entre la coopérative qui pensait faire avec 7-8 appartements et puis une coopérative de 20 appartements? Est-ce qu'il y a une grosse différence finalement? C'est par rapport aux parts qu'on doit mettre des... Non, la différence elle est qu'une coopérative de 20 appartements que vous évoquez, visiblement c'est construit. Ah non, mais moi j'en ai pas. C'est un exemple. J'ai cru que la coopérative de 20 logements existait, à contrario d'une coopérative qui se construirait de moins de 7 logements. La différence, c'est la coopérative d'habitat ou d'habitation. La coopérative d'habitation, ce sont entre guillemets des professionnels ou pas, des civils qui décident de monter l'histoire. Comme par exemple au Corbusier, on a mis des gens de différents bords politiques, des gens qui viennent de la technique, qui viennent du monde civil, etc., pour monter la coopérative, qui font partie du comité. Et puis, petit à petit, une fois que les murs seront construits, que les gens seront à l'intérieur, que le gérant s'en occupera, à ce moment-là, on va remplacer les gens du comité par les coopérateurs. Au bout de 3, 4, 5 ans, il y aura de moins en moins d'étrangers. Ce sera les coopérateurs qui la prendront. À l'inverse, la coopérative d'habitat, ils sont là 3-4 ans avant. Et puis eux, ils en passent des heures à discuter, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir autant d'avantages que... Non, ils arrivent. C'est juste sur les coûts de construction, c'est juste sur l'investissement de départ pour obtenir les fonds propres nécessaires à ce qu'une banque vous finance le projet. Donc moins on a de logements, plus c'est compliqué. C'est ça. Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir un droit de superficie? Absolument, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste... Pendant que le micro arrive, je voulais juste relever un cas typique de la Chaux-de-Fonds. C'est aussi une cité historique, la cité de Beaucy, qui est à la rue des Grosiers, près de la piscine, où là, il y a 180 logements et c'est autogéré. Alors là, c'est assez impressionnant. Donc il y a vraiment une personne à la retraite qui fait le gérant technique, qui va visiter, qui commande les travaux, etc. Il y a quelqu'un qui tient la compta. Et ça, je trouve c'est assez impressionnant pour une telle ampleur. Les Rocailles aussi, le Châtel, c'est autogéré, c'est 220 appartements. Même principe. 87 qui vient à l'âge. Non, pour répondre, si vous me permettez, la grande difficulté, c'est de trouver un financement et de trouver une banque qui accepte. Je rappelle juste une chose, on n'en a pas parlé. Le peuple suisse, lorsque vous achetez, le propriétaire est extrêmement endetté. Quand vous achetez un appartement, vous mettez 20% de fonds propres et 80%, vous devez l'emprunter. Et le remboursement de cet emprunt va peut-être durer 2, voire 3 générations. Ils vont succéder. Vous m'entendez? Oui. Donc ça, c'est très préoccupant. Au niveau de la coopérative, idéalement, si on peut rêver, c'est que le sociétaire ne s'endette pas, mais il prend l'engagement. Le mouvement coopératif, on ne spécule plus sur le logement. Donc,
Si vous quittez une coopérative, il faut insister là-dessus, on vous rembourse votre part sociale, mais vous ne faites pas une plus-value sur votre part sociale. Vous devez accepter que le logement n'a plus un but spéculatif. Alors ça, c'est aussi aux uns et aux autres d'accepter cette idée. Mais les banques, elles veulent des garanties, elles ne prêtent pas sans garantie. Alors, lorsque vous achetez votre appartement, la garantie, c'est quoi? C'est votre appartement qui est mis en garantie. Si vous n'arrivez pas à payer, eh bien, la banque va se retourner contre vous et vous risquez de tout perdre. Dans le mouvement coopératif, idéalement, c'est que c'est la coopérative qui s'endette. Si vous ne payez plus, la coopérative est en droit de résilier votre bail. Mais vous n'allez pas tout perdre. C'est la coopérative qui est mise en danger. Les banques n'aiment pas ça. Donc il faudrait déjà persuader les banques, et c'est notre rôle, aux uns et aux autres, de dire qu'il faut peut-être un petit peu mettre plus de souplesse dans vos décisions, et prendre aussi des risques, et jouer aussi la solidarité comme d'autres nous montrent la voie. J'aimerais, puisque la parole m'est donnée, quand même, c'est mon devoir, je suis un chauffronnier, rendre hommage, puisqu'on parle de coopérative, à une personnalité chauffronnière exceptionnelle. Et je voulais en parler ce soir. C'est une professeure qui est à la retraite, qui a marqué des générations d'étudiants déjà comme une professeure extraordinaire et qui est à la base du mouvement coopératif à la Chaux-de-Fonds. Elle a été, pendant un certain nombre d'années, enfin, un certain nombre de mois, au comité du Corbusier, c'est Mme Élie Denez. C'est une femme exceptionnelle et on lui doit beaucoup dans notre vie. Moi, si je peux me permettre, j'aurais souhaité sur tous les éléments qu'on parle maintenant, sur l'architecture allemande-légale. Il y a Christiane Berchi qui est là ce soir, qui a fait partie de la sous-commission qui a réfléchi à la loi cantonale dont on a parlé tout à l'heure. C'est une des 4 députés. Elle est architecte et elle est membre de notre comité de la RGOUP. Donc je crois que j'aimerais bien qu'on lui donne la parole, puis tu nous donnes une petite synthèse de ce que tu penses de tout ce débat. C'est moi qui pose des questions là. Je suis un peu surprise par l'attaque en direct. Parce que l'attaque. Une attaque énorme. Non, mais je pense que le débat donne vraiment le cadre de manière très détaillée de ce qu'on peut faire. Par rapport à l'accès au terrain, il y a une motion qui a été déposée la semaine passée pour que une part des terrains qui seront en plan spéciaux ou bien en plan de quartier soient attribués à des coopératives. On a tous les outils, mais justement le dynamisme, c'était l'accès au terrain, donc là il y a cette possibilité. Et puis l'autre chose, c'est que les coopératives puissent se développer. Un des obstacles, vous les avez tous évoqués, mais c'est aussi la fiscalité, que les coopératives en fait n'ont pas une fortune cachée parce qu'elles ne peuvent pas. Donc ce qui fait qu'elles ont de la peine à se développer, à moins